Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Alors, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, YouTube, Google et sa maison mère ont fait des aveux la semaine dernière d'avoir cédé à la censure sous l'influence du gouvernement Biden. Alors, une censure politique, mais une censure aussi sur des sujets aussi, on va dire, touchy, aussi sensibles que la Covid-19. Et ça a entraîné, bien sûr, une censure, une fermeture des chaînes, une dépréciation des audiences, une dépréciation financière pour certains des créateurs de contenu qui utilisaient YouTube comme étant leur canal de distribution principal. Et pour en discuter aujourd'hui, j'ai invité Nicolas Vidal. Alors Nicolas Vidal, c'est le fondateur de Putsch Media. Bonjour Nicolas et bienvenue sur François une nouvelle fois. On adore Ouais. discuter, toi et moi, de plein de sujets. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'a pas vraiment trait avec le Covid, qui n'a pas vraiment trait avec la politique, mais qui touche directement ta chaîne, que tu juges censurée, que tu juges invisibilisée. Alors la censure, la plupart des gens, je pense, comprendront, mais ça vaudra peut-être le coup que tu les expliques en quelle sorte, de quelle forme, Mm, mais surtout ce que tu appelles l'invisibilisation, en anglais le shadow banning. Alors, mm. que peux-tu nous dire, Nicolas, sur cela? Ben, merci Xavier, effectivement, chaque fois que tu m'invites et je t'en remercie sur François, c'est pour parler de sujets toujours graves hein, et toujours embêtants pour la liberté d'expression. Tu en as parlé, le shadowban, c'est une technique en fait des réseaux sociaux, ou du moins de YouTube, pour t'invisibiliser. C'est-à-dire que ta chaîne et tes vidéos sont moins vues par les gens, tout simplement. C'est-à-dire que tu es planqué dans au fond d'une caisse et ta vidéo, eh ben, elle ne monte pas dans les algorithmes, elle ne monte pas sur les pages d'accueil du YouTube, elle n'est pas partagée à des gens qui ne te connaissent pas. Et c'est une forme de censure, mais qui est respectable, puisqu'à un moment donné, déjà, tu n'as pas avoué qu'il y a une forme d'invisibilisation, et puis c'est pas une censure brute, c'est-à-dire que c'est l'invisibilisation de shadowban. Et YouTube, en fait, promeut ça depuis un certain temps aujourd'hui en France. Tu l'as dit très justement, YouTube, il y a quelques jours, a reconnu qu'il y avait eu des chaînes supprimées, notamment sur les sujets de la crise sanitaire. Nous avons été les victimes très rapidement de cette censure. Et aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'en France, on a un véritable problème parce que YouTube France ne refuse. Et j'ai reçu, je t'assure, des messages de dingue. Parce que ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'autant tu peux leur envoyer des milliers de mails, ils ne te répondent pas. Mais par contre, quand tu commences à les interpeller sur Twitter ou X, ils te répondent pratiquement dans les 12 heures, ils te répondent. Et c'est formidable. Donc, j'ai une palanquée de réponses de Team YouTube, enfin, hashtag Team YouTube ou arrobas Team YouTube, qui sont absolument délirants dans le sens où ils ne répondent jamais à la question. Ils répondent toujours à côté. Et c'est absolument dingue de voir que rien que par ce fait-là, des réponses à côté, ils ne veulent pas, à un moment donné, avouer qu'ils sont en train de shadowbanner les chaînes, la mienne et d'autres. Pas que la mienne, bien entendu, heureusement. Mais c'est assez intéressant de voir que même en les interpellant, il y a très peu de choses qui changent. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées pour ma chaîne YouTube depuis 2020 que franchement, c'est rocambolesque et c'est grave aussi parce que tu vois qu'à un moment donné, les chaînes qui dérangent, et je pense que François en a fait aussi les frais à plusieurs reprises, eh ben, on se rend compte qu'on est absolument shadowbanné ou supprimé ou invisibilisé ou avec des avertissements en pagaille et avec une audience qui te regarde de moins en moins parce qu'elle ne te trouve pas et elle ne fait pas aussi l'effort de te trouver, hein, parce qu'aussi, il faut savoir il y a tellement de sources d'informations aujourd'hui que les gens, ben, s'ils n'ont pas la vignette qui arrive, eh ben, ils vont oublier d'aller chercher ou d'aller fouiller, cher Xavier. Donc Nicolas, quelque part, on t'enlève ton oxygène, si jamais on peut on t'enlève de quoi respirer, hein, de quoi respirer pour la liberté d'expression, de quoi respirer financièrement aussi. Hmm. Mais oui, c'est ça le problème, parce qu'on te dit souvent, alors moi, je vais te dire très sincèrement, hein, enfin, YouTube n'est pas notre principale source d'activité médiatique. Il faut être clair avec ça. Moi, mon business, c'est-à-dire que vraiment mon cœur de métier, pour parler français, mon cœur de métier, c'est le journalisme. C'est Putsch Media, c'est mon blog, c'est mon Substack. C'est faire des enquêtes, c'est comme toi, c'est faire des articles, c'est aller chercher l'information et trouver de grandes interviews. Parce que de façon purement triviale, on ne gagne pas sa vie sur YouTube. Vraiment, faudrait faire des millions et des millions et des millions de vues pour commencer un peu à gagner sa vie assez correctement. Donc, c'est pas le problème. Moi, mon cœur de métier, c'est écrire des articles sur Putsch Media ou sur mon Substack. C'est ça, Putsch Media. Et YouTube est arrivé pendant la crise sanitaire. Donc, j'ai lancé ce format-là, comme beaucoup. La chaîne YouTube avait 1 an, mais elle était absolument morte, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune activité. Et pendant la crise sanitaire, eh ben YouTube, mécaniquement pour beaucoup, on s'est mis sur YouTube. Donc la chaîne a énormément cartonné. Je peux t'assurer qu'on faisait entre 3 4 000 abonnés par jour sur certains jours, dès avril 2020. Il faut se rendre compte que c'est 3 4 000 abonnés par jour
avec des lives qui faisaient parfois plus de 15 000 personnes à des heures absolument dingues dans la journée. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'émulation sur cette chaîne. Et que proposait la chaîne? Elle proposait, comme tu le fais toi, Xavier, et j'appelais des gens et je leur disais, ben, viens me parler de ça, viens me parler de ça, viens me parler de ça. Et c'était en direct, parce que j'aime le direct, je n'enregistrais rien. Derrière moi, il n'y avait absolument rien. Enfin, c'était une catastrophe. Il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de caméra. Je travaillais les moyens du bord comme beaucoup. Et c'était quelque chose qui a énormément bien marché. Et le but, c'était vraiment d'inviter des gens qui pouvaient parler sur la crise sanitaire et qui donnaient notre regard. Et YouTube, en fait, nous a laissé tranquilles pendant 6 mois. Et il nous a laissé tranquilles tant et si bien qu'on a gagné dizaines de milliers d'abonnés en quelques semaines. On est passé très rapidement aux 100 000 abonnés, avec une propension à être absolument extrêmement visible. On était partout, les émissions remontaient partout. Et après, à un moment donné, quand YouTube, ça s'est calmé parce qu'il y avait tellement de canaux de diffusion, et ben, elle est allée chercher les chaînes qui avaient beaucoup d'audience. Elle est allée chercher les chaînes qui faisaient plus de 120 000, 130 000, 140 000 abonnés à une période de quoi? De 6 mois, 8 mois. Stats qui sont vraiment totalement délirantes en temps normal, hein, concrètement, pour une chaîne YouTube. Hein. Et bien là, il y a eu, ce qui est formidable, on a commencé à avoir des suppressions de vidéos. Des suppressions de vidéos qui dataient de 6 mois en arrière, qui avaient été diffusées en live 6 mois en arrière, 8 mois en arrière. Et uniquement sur le Covid. Uniquement. Toutes les chaînes vidéo, toutes les vidéos qui parlaient du Covid ont été supprimées. Et puis, il y a eu le basculement, je vais raconter, avec une interview d'Idriss Aberkan que j'avais faite un soir, comme tous mes lives à 18h. Et je crois on était à 240 000, 250 000 vues en 12 heures. Hein. La vidéo avait cartonné. La vidéo a été supprimée quelques heures après, dans le courant de la journée le lendemain. Et là, ça a été véritablement la descente aux enfers pour Putsch Live. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, il y a eu véritablement un shadow banning absolu. On a eu 2 avertissements. Je rappelle qu'au bout de 3, c'est la suppression, fermeture immédiate de la chaîne et définitive. Et après, tu as des avertissements, tu as des mises en demeure. Ce que YouTube appelle des avertissements, grosso modo, ou des rappels à l'ordre. Mais qui, manifestement, impactent là-dessus avec toujours la même idée de dire votre chaîne ne respecte pas les standards de la communauté. Voilà. Donc moi, j'aimerais savoir quels sont les standards et j'aimerais savoir quelle est la communauté parce que je pense que dans une chaîne YouTube, tu as ta communauté sur François, j'ai ma communauté sur Pushlight, qui sont d'ailleurs interpénétrés parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui nous regardent simultanément. Mais voilà, donc on voit bien qu'à un moment donné, on peut se parer de toutes les vertus qui existent. C'est toujours, on ne répond jamais aux vraies questions, c'est pourquoi vous nous avez censurés. C'est ça la réalité de l'histoire. Et fait qui est très intéressant, et j'aime bien le rappeler, c'est-à-dire qu'à une époque, tu sais, quand tu passais tes 100 000 abonnés, tu avais le petit trophée. Le petit trophée Platinium, là, le petit, d'ailleurs, que je dois avoir quelque part par là. Et moi, j'ai passé 100 000 abonnés et j'ai jamais reçu le trophée. Jamais, jamais reçu le trophée. Alors, pas que je me levais la nuit en pensant à ce trophée, mon cher Xavier, mais je me suis dit, c'est quand même étrange que tous les copains aient reçu le trophée et que moi, je ne recevais rien. Donc, j'ai misé sur l'oubli. J'ai écrit à YouTube, puisque quand tu passes les 100 000 abonnés, tu as une espèce de chat dédié. Donc, j'écris à ce chat dédié, on me répond, toujours en me tutoyant, puisque c'est le côté Google, tu vois, sympa, Silicon Valley. Et on me dit concrètement, ah ben non, mais ça a changé. Maintenant, le trophée, il n'est plus envoyé automatiquement. Le trophée, en fait, c'est une commission qui se réunit et qui attribue l'attribution du trophée. Et vous, comme votre chaîne ne respecte pas le standard communauté, la commission a jugé que on n'allait pas vous donner le trophée. Voilà, donc je ne l'ai jamais eu. Et je l'ai reçu il y a 1 an. Va savoir pourquoi. À la rédac à Paris. Dans un petit carton, j'ai reçu mon petit trophée des 100 000. Je ne sais pas comment, je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris. D'ailleurs, je leur ai écrit pour leur demander pourquoi. Si la commission avait restatué sur mon cas, peut-être. Mais c'est les petites anecdotes, en fait, qui montrent qu'à un moment donné, on est véritablement dans un shadowban. Et après, au-delà de ça, je veux le dire, moi, je te disais dans un préambule, moi, je m'en fous d'avoir 400 000 abonnés sur ma chaîne, parce que mon cœur de métier, moi, c'est vraiment l'écrit. Voilà, la chaîne YouTube, j'ai trouvé que c'était sympa. Oui, On a... voilà. mais Nicolas, si jamais Ouais. ton cœur de métier, c'est de faire des enquêtes, tes enquêtes, Mm. elles ont un sujet. Donc, enfin, Ouais. dire, si jamais on t'invisibilise, on va invisibiliser le sujet. Donc, il y a bien sûr la personne qui porte le message, le canal, mais aussi il y a le message lui-même. Donc, Oui. invisibiliser le canal ou le messager, c'est aussi quelque part invisibiliser le message. Alors, est-ce que tu as Mm. remarqué qu'il y avait des sujets qui entraînaient plus ou moins d'invisibilisation? Alors, je te pose cette question parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu Pascal Clairotte et Thomas Fazi qui ont fait les Twitter Files France, où ils ont Oui. expliqué quand même l'organisme de la censure qui existe en France avec des interférences politiques. Donc, il n'y a pas que la Covid. Donc, est-ce que Ouais. tu peux nous dire, est-ce qu'il y a certains sujets qui sont plus sensibles que d'autres? Moi, j'ai été, alors, pas sur YouTube, mais j'ai été censuré. J'ai eu la suppression de tous mes comptes Twitter en ayant fait un long papier sur McKinsey, par exemple.
J'ai fait un papier le vendredi matin, c'était en mars 2022, je crois. Et long papier sur McKinsey, sur Push Media à la une. Et le soir, je suis allé chez des amis et je me suis aperçu en rentrant chez mes amis, en ouvrant mon téléphone portable, que l'ensemble de mes réseaux, j'avais reçu énormément de messages et on me disait, Nico, tes comptes Twitter ont tous sauté. Et effectivement, quelle ne fut pas ma surprise, un vendredi soir, de me rendre compte que tous mes comptes Twitter avaient été supprimés. Tous, 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 tous. Les deux comptes Twitter de Push Media et mon compte Twitter à moi, enfin X. Voilà, il n'y a que le McKinsey compte. est un sujet sensible, mais en Oui. fait, ce papier, il avait lié. Donc, quel était le sous-jacent, on va dire, de ce sujet? C'est Ah ben l'influence de c'était. McKinsey dans la gestion de la crise sanitaire, c'est l'influence des contrats, Ouais. des dépenses de consulting. C'est exactement ça. C'était quel était le rôle de McKinsey aujourd'hui par rapport à l'Élysée, par rapport à Macron, par rapport à leur implication dans le système français. Concrètement, il y a eu le McKinsey Gate, on s'en rappelle tous. Et poser la question comme beaucoup de médias indépendants, m'a coûté très cher en Twitter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu posais la question de l'invisibilisation, tu as raison. Parce que même si la chaîne YouTube n'est pas mon cœur de cible, tu as raison de dire, que je le dis souvent à mes abonnés, c'est-à-dire que quand on t'invisibilise sur YouTube, par exemple, c'est une question très simple et très pragmatique de créateur de médias comme tu l'es, c'est-à-dire que si, quand on a 4, 5 000, 6 000, 7 000 personnes en live sur un tweet, enfin sur un live, ou du moins en direct pour parler français, eh ben, tu peux estimer que peut-être 0,4, 0,5, 0,6, peut-être 1% de la communauté qui est sur le live va faire des dons, va s'abonner à Putsch, va repartager le live. Donc, ça va permettre à un moment donné de faire vivre la chaîne et sa notoriété. Si tu te retrouves aujourd'hui, parce que moi aujourd'hui, il faut quand même savoir que je suis à 600 personnes en direct. Hein. Quand je t'ai parlé de chiffres entre 4 et 5 000 pour n'importe quel live, voire entre 15 000 et 18 000 plus fort de la chaîne, aujourd'hui, c'est même pas 600 personnes qui sont en live. Hein. Il faut quand même en avoir conscience. Et je me permettrai de reparler certains chiffres tout à l'heure, parce que venir me dire que ma chaîne n'intéresse plus, ça m'étonnerait, parce que nous avons des stats très précises sur l'engagement de la chaîne. Donc tout ça aussi, on est en train de mettre YouTube le nez dans le caca. Mais pour revenir à ça, il y a une volonté aussi d'étouffer économiquement. Quand nous avions beaucoup plus de monde sur la chaîne, nous avions mécaniquement plus de dons, Xavier. Mécaniquement plus de dons. C'est clair, quand il y a 4000 personnes, eh bien, il y a des gens qui n'hésitent pas à donner, même 1 euro, même 2 euros, même 3 euros. Ça nous permet, et comme tout le monde le sait, nous n'avons aucune aide publique, aucune subvention. Et donc, ça permettait, bien entendu, d'avoir des dons, ou même des gens qui testaient l'abonnement par 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou qui restaient plus longtemps. Et ça permettait de faire vivre économiquement le média. À Un partir du moment oxygène où tu as économique, l'argent étant ton oxygène économique, on va dire. ben, Hein. bien sûr, mais enfin, on va pas se leurrer, enfin, Oui, bien c'est sûr. pas possible. Voilà, pas possible. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que c'est ces 600, 700 personnes qui sont sur les lives? En fait, on a fait des stats très approfondis. Ça fait 2 semaines, ça fait un moment qu'on fait des stats, mais là, vraiment, on est rentré dans le cœur, on a ouvert la machine, on a regardé. Aujourd'hui, nous avons véritablement 700 personnes du socle des gens qui sont sur YouTube et qui mobilisent. Donc, c'est vraiment une partie de notre cœur de cible qui sait que tous les soirs à 18h, il y a quelque chose. Mais ceux qui ne se rappellent pas, qui ne savent pas que c'est toujours à 18h, qu'on avait avant, qui connaissaient Putsch de loin ou de plus près, mais qui venaient parce que le live s'affichait, qui disaient, ah, tiens, il y a Nicolas Vidal en live, on va y aller parce que ça peut être intéressant, l'invité me plaît. Aujourd'hui, la vidéo n'apparaît plus, elle n'est plus affichée nulle part. Donc finalement, on se retrouve avec véritablement 600, 700 personnes qui sont toujours là, toujours là, mais on n'arrive plus à aller ailleurs parce que YouTube, en fait, quand tu fais un live, c'est intéressant. Et il faut savoir que YouTube t'explique à un moment donné que les algorithmes poussent une vidéo puisque c'est une histoire d'engagement. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir, Xavier, qu'il y a certains lives, j'ai plus de likes que de viewers. Il faut te le dire, hein. Et pas en fin d'émission. Au milieu de l'émission, on a des captures d'écran, on les a balancées sur les réseaux sociaux, on a continué à interpeller YouTube, on va continuer à le faire pour les faire chier, juste pour qu'ils nous répondent, parce qu'à un moment donné, on sait qu'on va pas gagner, mais peu Mais est-ce que importe. c'est pas parce que des utilisateurs, des auditeurs qui likent plusieurs fois? Parce que le Et like, tu non, peux parce que sur refuser. YouTube, quand tu likes une fois, tu peux plus liker plusieurs fois. C'est pas comme TikTok. Tu vois? Et donc, on a énormément de fois où tu as pratiquement parfois, c'est souvent moite-moite, et c'est souvent parfois plus de likes que d'utilisateurs. Donc, on a passé ça à la moulinette, on a passé tous nos stats à la moulinette, parce que moi, tu sais, je suis pas dans la course à l'audience sur YouTube, véritablement, puisque comme une nouvelle fois, c'est pas ce que je fais à 100% de mon temps, mais je trouve quand même que ça pose question. Ça pose question. Et ça fait un certain temps que je suis sur YouTube, hein, et que je commence à savoir comment ça se passe pour avoir eu de très grosses audiences. On pourrait faire le report en disant ouais, bon, ta chaîne n'a jamais marché, de toute façon, c'est pas aujourd'hui qu'elle va marcher. Mais quand tu as fait de très grosses audiences pendant 2 ans ou 3 ans, que ta chaîne a explosé, et que tu te retrouves aujourd'hui complètement limité là-dessus, je m'appuie comme toi sur des informations factuelles.
absolument factuel. On a énormément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une part, ces histoires de likes et de viewers, ça veut dire d'une part que manifestement, c'est pas du tout cohérent. Et ça veut dire aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'il y a un fort engagement. Et je reprends mon idée. YouTube part du principe que si une vidéo fait beaucoup d'engagement très vite, elle est mécaniquement poussée dans les algorithmes. Parce qu'ils estiment que le sujet qui est abordé intéresse des gens, leur engagement, leurs commentaires, leurs likes, leur cœur, ce que tu veux, fait que ça va être poussé parce que ça va intéresser beaucoup de gens. C'est ça la promesse de YouTube. Si vous faites du contenu intéressant, on poussera votre vidéo. D'accord? C'est ça la promesse de YouTube. Et là, on se rend compte que nos engagements, on regarde, mais on a des engagements de dingo. On est entre un prorata d'entre 17-18%. Une chaîne YouTube à peu près qui se tient un peu sérieuse, c'est entre 4 et 8%. Donc on a des. Parce que YouTube ne raisonne que comme ça. Donc nous, on raisonne comme eux. Donc on prend les mêmes attributs. Oui, il raisonne Exactement. mécaniquement avec des chiffres Bien sûr. qui sont des taux d'engagement. Et alors, quand même, pour finir un peu sur la notion du contenu, donc tu as parlé de McKinsey, est-ce qu'il y a Ouais. d'autres contenus? Mm. Parce que là, on est en train de parler de la mécanique, et quand on parlera de la mécanique, j'aimerais faire une analogie avec la grande distribution et Ouais. les fabricants qui doivent mettre leurs produits chez Carrefour ou chez Leclerc, et on expliquera un peu le déréférencement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres sujets intéressants qui sont intéressants pour la communauté, pour tes lecteurs, qui ont été invisibilisés ou censurés, tout simplement? Bah, il y a la question de l'Union européenne également, depuis très longtemps, mais ça fait très longtemps que ça se voit. La question, par exemple, des ingérences, concrètement, on l'a vu notamment en Roumanie, on le voit en Moldavie aujourd'hui. Il y a toutes ces questions. Il y a tout ce qui touche à la mécanique, finalement, d'une oligarchie qui est en place. Voilà. Et quand cette oligarchie se sent menacée, qu'elle se sent critiquée, et surtout que les gens se délaissent des grands médias et viennent sur les médias alternatifs, ça pose un véritable problème. Parce que ça met le doigt sur des sujets absolument explosifs. Pas explosifs, parce que pour nous, c'est de la démocratie. C'est de l'information à des citoyens de manière à ce qu'ils s'émancipent et qu'ils comprennent comment ça se passe. Mais forcément, en abordant ces sujets, ça devient très compliqué. Bien entendu, il y a toute une série de sujets qui ne sont pas abordés, on le voit bien. Et quand on aborde ces sujets, surtout qu'on invite des gens pour en parler, l'énergie aussi, par exemple, sur ce qui se passe, et bien quand on met à défaut ou qu'on n'est pas dans la droite ligne de la propagande et de la doxa, ça pose problème. Mais c'est notre boulot de média. Et c'est pour ça que je suis, moi, absolument catastrophé. Nous avons vécu, il y a quelques heures, les élections en Moldavie. Enfin, j'ai entendu des choses absolument délirantes sur les mainstream et sur le service public. C'est la Russie qui est derrière, c'est la Russie qui veut déstabiliser, c'est la Russie de machin. Et l'Europe a gagné, puisque la Moldavie a voté avec une majorité pro-UE dans son Parlement. Et on a entendu des trucs de dingue en disant si la Moldavie, si les Moldaves votent, envoient au Parlement des gens qui sont pour ne pas rentrer dans l'Union européenne, ou du moins pour se démarquer de l'Union européenne, ça sera forcément les Russes et l'ingérence russe. On est chez les dingues. On est vraiment chez les dingues. Il n'y a aucun recul dessus. Et c'est véritablement une propagande. Et de dire, comme c'est passé en Roumanie avec l'annulation des élections, quand on a abordé ça, et toi aussi tu le sais, ça devient vite, tu es complice, ou du moins suspect, la suspicion d'appartenir à la Russie ou à une main étrangère ou des ingérences étrangères. C'est gravissime ce qui se passe, hein, on le sait, mais ça ne s'arrête pas en fait, ça monte crescendo, ça monte crescendo, il y a cette espèce à un moment donné de propagande et d'incrimination à l'ingérence étrangère si tu essaies de faire un boulot journaliste et que tu essaies simplement d'essayer de trouver un peu d'équilibre et de hauteur de vue. Et moi, je suis très inquiet et l'invisibilisation sur YouTube, elle est sur à peu près tous les sujets et ça pose problème. Et le maître mot de tout ça, c'est l'étouffement économique des médias indépendants. C'est vraiment l'étouffement économique et l'invisibilisation, de fait, amène l'étouffement économique par rapport à ça. Et avec la crise économique qu'il y a aujourd'hui, Xavier, nous sur Putsch, on a des gens qui se désabonnent, pas parce qu'ils n'aiment pas Putsch, mais ils nous le disent. Hein. Aujourd'hui, moi, je ne peux plus mettre 5 balles par mois. Je suis obligé. On a des mails comme ça qui arrivent. Des gens me disent j'aimerais vous aider, mais je ne peux pas vous aider à tous. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, j'ai du mal à finir la fin de mois, donc je ne peux plus vous aider. Donc plus vous abonner. Donc s'il y a une aridité des rentrées d'abonnement, c'est la mort pour les médias comme nous. Et donc on se retrouve toujours dans ce combat absolument catastrophique. Hein. Voilà. Et presque épique, j'ai envie de te dire. Alors Nicolas, quand on t'entend, je vais me permettre de faire un tout petit résumé juste Ouais. pour voir et après te faire réagir. On a l'impression que tu as
l'autorisation, le droit de parler de tout et de n'importe quoi sur ta chaîne YouTube. Par contre, dès que tu parles d'un sujet qui pourrait devenir viral, on a l'impression qu'on va couper les ailes au travers de ces algorithmes. Donc, tu nous as parlé d'une espèce de mécanique, on te coupe les ailes, donc on empêche ce sujet d'apparaître, soit dans les algorithmes, comme tu dis, de recherche. Et donc, c'est très insidieux comme approche. En fait, on prône la liberté d'expression, mais en même temps, on te coupe les ailes pour t'empêcher d'avoir cette visibilité de ces sujets et bien sûr de vivre avec toutes les conséquences que ça a. Est-ce que c'est une manière de résumer pour les auditeurs, en fait, que les personnes puissent bien comprendre que on nous dit quelque chose et puis par derrière, en dessous, de côté, alors sans être complotiste, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le nerf de la guerre, c'est parfois l'influence. En fait, il y a des influences qui viennent affecter ton contenu. Ben oui, clairement, on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, sur les derniers mois, on a vu que YouTube a avoué, pardon, qu'ils avaient viré des chaînes, notamment pendant le Covid. Zuckerberg de Meta l'a fait il y a quelques mois, rappelle-toi, pareil, en disant ils avaient supprimé des chaînes, mais en France, c'est de supprimer des chaînes et des contenus, surtout les contenus. Et en France, c'est absolument la même chose. Il y a une interpénétration de tous ces gens au plus haut niveau du pouvoir. Et je te rappelle notamment qu'Emmanuel Macron a fait récemment, le 10 septembre d'ailleurs, rappelle-toi, il a convoqué à l'Élysée toute une série d'huiles essentielles pour expliquer qu'à un moment donné, il fallait combattre les ingérences étrangères, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, dès que tu n'es pas dans la ligne, tu es forcément le suppôt de Poutine, le suppôt de Trump, le suppôt de machin. Et c'est toujours pareil. Donc, et ce qui est intéressant, tu l'as dit, c'est que c'est toujours en biais. Venez à la télévision un soir, et venez dire que tous les médias indépendants qui ne respectent pas la ligne, ils dégagent. Non mais je suis un peu hâtif, tu vois, mais ne faites pas ça en travers, parce qu'effectivement, déléguer, c'est presque une délégation de service public de la censure, vois-tu. C'est-à-dire qu'on connaît les patrons des uns, les patrons des autres, et finalement, on fait mettre en place toute une forme de censure, de shadowbanisation. C'est quand même, pour moi, la meilleure forme de censure, la plus efficace, hein, puisqu'elle on ne peut pas, à un moment donné, c'est difficile de prouver que c'est du shadowban, même si les chiffres le montrent. Et finalement, c'est la meilleure façon d'invisibiliser toute une série de contenus. Et on voit bien, à un moment donné, ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que Macron, en ce moment, et pas que Macron d'ailleurs, hein, toute une série dans la classe politique commence à dire que les réseaux sociaux, il va falloir à un moment donné les limiter un maximum, notamment pour les gosses, pour TikTok et consorts, pour les contenus porno, ce que tu veux, violence et tout. Mais la réalité, même si c'est un vrai sujet, on voit bien où ça va aller. En même temps, j'ai envie de te dire que si vous protégez les gamins de tous ces sujets débiles et qui sont vraiment, compliqués et dangereux pour notre jeunesse, il faudra d'abord arrêter de les abrutir de façon pérenne et permanente avec des émissions, des programmes, de la télévision, des joueurs de foot, enfin toute une série de choses. Il fallait commencer par là. Mais ça, ce n'est que le cheval de Troie pour continuer à aller encadrer les réseaux sociaux. Et ça, c'est un vrai problème, parce que nous, si on n'a pas les réseaux sociaux, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a si on n'a pas les réseaux sociaux? Si on n'a pas Internet? Putsch Média n'est que sur Internet, il n'y a pas de format papier. Ma chaîne YouTube est sur YouTube. Et donc, Putsch Média, comme comme toi et d'autres, je veux dire, c'est Internet, notre vivier, du moins notre terrain de chasse. Si on n'a plus Internet, ou du moins si on est extrêmement shadowbané, ou on est censuré, ou même supprimé, on ne pourra plus exister. Et c'est pour ça qu'ils ont bien compris qu'à un moment donné, il fallait endiguer le phénomène, et ils se rendent compte aussi, parce qu'ils se crispent. Pourquoi ils se crispent? Parce qu'ils se rendent compte très bien qu'il y a de plus en plus de gens qui vont regarder François, qui vont sur Putsch, qui vont sur Toxin et chez les autres copains. Parce que les gens ont besoin d'entendre autre chose. Et là, on était véritablement à un carrefour, selon moi, qui prend de l'ampleur et qui ne fera que augmenter leur crispation et leur détermination à nous déquiller. Voilà. Alors, à un moment, on a parlé de désinformation. On a dit que ces chaînes alternatives traitaient les sujets avec de la désinformation. Contre la désinformation, on a vu qu'ils n'arrivaient plus à convaincre qu'il y avait de la désinformation, parce que c'est quand même difficile de convaincre quelqu'un de désinformation quand tu donnes ton opinion. On a bien le droit à la liberté d'expression. Eh bien, on a joué le jeu des étiquettes. Alors, tu as parlé du pro-Poutine, du extrême droite, de l'antisémite, de tous les termes. Donc, on joue ce jeu des étiquettes. Mais est-ce que tout ça n'est pas tout simplement une expression de quelque chose qui est assez ancien? Somme toute, c'est la concurrence déloyale. En fait, les médias mainstream qui voient leurs audiences baisser, les politiques qui voient leurs paroles
challengés, Oui. s'unissent pour, on va dire, combattre des médias alternatifs qui vont venir justement critiquer leurs paroles avec des faits, avec des intervenants qui viennent proposer une grille de lecture alternative, très souvent très intéressante. Donc, est-ce que ce n'est pas juste simplement une expression de la concurrence déloyale? Oui, oui, mais c'est sûr et certain, il y a cette forme de concurrence, bien entendu, on le voit très bien. Mais à un moment donné aussi, la concurrence, elle est sur le fait que notre valeur ajoutée, parce que si on parle de marché, finalement, d'économie, notre valeur ajoutée, elle est où? Elle est dans les formations indépendantes, elle est dans les gens qu'on reçoit, qui ne passent sur aucun grand plateau, ni privé, ni public. Donc notre valeur ajoutée, nous, commercialement, elle est là-dedans. Et c'est pour ça que les La gens voix se des tournent vers sans-voix, nous. quelque part. Comment? La voix des sans-voix. Oui, ben voilà. Mais parce que nous, on trouve que c'est une bonne chose, et puis et parce qu'on pense que le journalisme, c'est la déontologie, et puis c'est tout l'intérêt du journalisme, le débat pluraliste. Voilà, et je pense que si on parle à titre commercial, c'est qu'on a une valeur ajoutée beaucoup plus intéressante. Mais nous sommes des petites TPE. Des TPE face à des grands goûts des grands industriels de la politique et des médias. Donc, tu imagines bien qu'à un moment donné, ces gens ne veulent pas nous avoir dans les pattes, ils font tout pour rester. Et puis, tu vois, par exemple, dans la situation démocratique et politique dans laquelle nous sommes, je ne sais pas si ça dérange les gens que ça fait pratiquement 20 jours qu'on n'a pas de gouvernement. Tout le monde s'en fout, hein. Tout le monde s'en fout, c'est formidable. Et on se rend compte qu'il y a, en mon sens, je l'ai déjà dit, mais il y a une forme de dégagisme, et on se rend compte que tous les partis politiques de LFI ou RN jouent un espèce de théâtre sans spectateurs dans les grands médias mainstream ou privés, et tout le monde va, alors que nous sommes quelques médias indépendants aujourd'hui, à dénoncer la situation absolument de putréfaction totale de la vie politique que nous sommes, et démocratique de fait, et on se rend compte que même les camps d'opposition, moi, j'ai pas l'impression, franchement, ils nous regardent de travers, ces gens-là, parce que quand on pose des questions sur l'opposition politique, sur le dégagisme, sur les indemnités, sur le privilège de la classe politique, sur tout ça, et sur leurs convictions concernant l'Union européenne, la démocratie, l'économie, sur toutes ces questions-là, tu vois, par exemple, ils sont quand même assez peu nombreux aujourd'hui, même du député de LFI ou du RN, à vouloir venir dans nos émissions et sur nos plateaux. Donc il y a une espèce de fracture aujourd'hui absolument colossale entre une caste politique qui joue le jeu d'un système, et dans ce système-là, il y a les médias de grand chemin, et puis après, il y a nous, médias indépendants, qui continuons à porter l'épée dans la plaie. Et on voit bien qu'il y a une partie, même une grande partie de la classe politique, la caste politique, qui se détourne de nous en espérant à un moment donné que le système perdure. Je ne crois pas beaucoup. Voilà, mais tu vois, à mon sens, on va très loin aujourd'hui dans ce qui est, parce qu'on voit que le système est en train très malmené, et ça depuis beaucoup de temps, pardon, mais on voit que là, on est arrivé à une alternative qui me semble être absolument effrayante, et que forcément, les fossés, les fractures sont de plus en plus, de plus en plus visibles, clairement. Nicolas, tout à l'heure, j'ai parlé de la grande distribution. Alors, pourquoi j'ai parlé de la grande distribution? Parce qu'on se rappelle qu'à un moment, les coopératives laitières se sont retrouvées attaquées par la grande distribution à vendre leurs produits en dessous de leur prix de revient. Ouais. Bien sûr, elles ont été invitées à Bercy par le ministre de l'économie pour savoir comment les grands distributeurs faisaient usage de leur pouvoir, on va dire, de distribution. Et plusieurs fois, on a vu le ministre demander des comptes à ces distributeurs qui faisaient un usage exacerbé de leur pouvoir de placement des produits pour empêcher des petites sociétés. Donc, pourquoi je parlais de concurrence déloyale? Parce qu'on retrouve quelque part dans ce que tu expliques un phénomène qui a déjà été expliqué, c'est YouTube, Facebook ont un énorme pouvoir de distribution, de placement, et ton contenu parce que tu n'as pas beaucoup d'argent ou tu n'as pas autant d'argent que les grands médias qui sont subventionnés, qui peuvent acheter de l'espace publicitaire, se retrouve naturellement invisibilisé, outre le fait que le sujet est controversé ou dicté comme étant controversé. On dit que ton produit est de mauvaise qualité. On pourrait rappeler Spanghero, par exemple, avec de la viande avariée dedans. Donc, on dit que ton information pourrait être, parce qu'on écoute Nicolas Vidal, ça pourrait être avarié. Et donc, tu te retrouves de facto avec cette concurrence déloyale. Alors,
si on pousse un petit peu plus loin, est-ce que le ministère de la Culture, est-ce que le ministère de l'Économie, et on a vu la Cour des comptes qui a fait un rapport sur France Télévisions, ne devrait pas avoir une commission d'enquête sur justement la juste mesure de la concurrence dans les médias, pour savoir si jamais la subvention n'entraîne pas justement des dérives de comportement de ces grands médias, ces médias de grand chemin, et que justement ça entraîne une paupérisation des médias alternatifs qui, eux, sont voués à travailler, à trimer, à trouver des intervenants et qui, avec cette invisibilisation, eh bien, vont voir leurs revenus s'atténuer et leur survie économique, on va dire, mise en jeu. Ouais. Oui, de toute façon, ça pose la question fondamentale du financement des médias par l'État français. Hein. Ça pose la question. On se connaît les privés, Libération, Le Monde, Figaro et consorts pour la partie privée, qui ont déjà des investisseurs derrière eux et des oligarques, concrètement, qui financent. Et il y a une subvention du côté service public, c'est pareil. C'est essentiellement de la subvention publique. Bien entendu, il faudrait faire des commissions d'enquête à ce sujet-là. Je pense que les scandales à répétition de France Télévisions ou de visuel public devraient à un moment donné amener des commissions d'enquête et avoir, au-delà des commissions d'enquête, pas la commission d'enquête d'Alexis Keller, hein, pas la commission d'enquête où on convoque un garçon comme Keller et qui ne s'est jamais présenté à 2 reprises et qui aujourd'hui pas tout fait la Société Générale. Non, une vraie commission d'enquête où on prend concrètement des avis et des décisions très franches. Parce qu'à ce rythme-là, nous, concrètement, on est toujours en deçà. Mais ça pose la question aussi plus largement de la liberté d'expression. Ça pose la liberté d'informer. Ça pose la question aussi de qu'est-ce que nous voulons faire des citoyens. Est-ce qu'on a envie d'avoir un pays de citoyens ou est-ce qu'on a envie d'avoir un pays de moutons? C'est toujours une question fondamentale et de philosophie politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce système-là du financement, parce que quand tu vois que le Figaro ou le Monde ou Libération sont subventionnés à une dizaine de millions d'euros par an, mais tu te dis, on rêve, on rêve. On rêve. Et t'as des gens, notamment du Figaro, qui viennent sur les plateaux télé, pas tous, mais certains, qui viennent t'expliquer qu'à un moment donné, il faut couper, il faut travailler plus longtemps, il faut couper le RSA, il faut se durcir sur l'assurance chômage et qu'il faut arrêter l'assistanat. Alors écoutez-moi, les amis du Figaro, si on commence à couper les subventions publiques du Figaro à l'année, je pense qu'il y en a un paquet qui vont prendre leur petit billet d'abonnement et qui vont aller au métro faire la campagne d'abonnement. Hein. Donc non, mais tu vois, à un moment donné, il faut savoir raison garder là-dessus. Et je pense que la juste équité à partir de ça, c'est que je continue à penser, et tu le sais mieux que moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un média n'est légitime que quand ses lecteurs s'abonnent ou font des dons. Point barre. C'est tout. Le juge de paix, c'est le lecteur. C'est pas les subventions du ministère de la Culture. C'est pas les événements organisés par un ou par l'autre. C'est pas... Non. Si, à un moment donné, la légitimité repose sur les lecteurs. Et nous avons fait ce choix-là de la légitimité qui repose sur le lecteur. Et si François existe encore, si Pouch Media existe encore, c'est que nous, tous les jours, nous avons des gens qui s'abonnent. Nous avons tous les jours des gens qui font des dons. Et c'est pour ça que nous sommes légitimes à parler. Et c'est pour ça que je rigole quand certains médias publics ou peut-être privés de temps en temps nous font nous font à un moment donné la petite chansonnette du complotisme ou de l'ingérence. La réalité, c'est que nous sommes légitimes à faire ce que nous faisons. Plus que, parce que quand on commence à toucher 1 euro de subvention, je pense que la légitimité, déjà, elle se perd beaucoup. C'est une question de fond que tu poses là, mais je continue à penser qu'à un moment donné, sur pareil. Et le problème, c'est que comme nous avons une crise économique de première intensité, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, ils voudraient nous aider ou s'abonner, mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc on est vraiment dans une situation compliquée, bien entendu. Alors on tient la tranchée, on continue à tenir, parce qu'on n'a pas fait ce boulot-là pour être riche, et je pense que ce n'est pas la meilleure option, ou le meilleur choix, mais on le savait avant. Mais là-dessus, cette histoire d'équité, elle est clairement posée et il va falloir poser aussi, si jamais dans ce pays, ce pays change de tout et qu'il y a un tourne-boule qui se met en place, eh ben, je pense qu'il faudra, bien entendu, que la question des financements des médias soit posée et qu'à un moment donné, il va falloir faire des économies assez sévères sur les médias. Ouais. Alors Nicolas, avant ma dernière question, je voulais juste mettre à l'écran le tweet, en fait, le fil de tweet que tu as fait, comme ça les lecteurs pourront aller le voir. Ouais. Donc, je vous invite à aller prendre connaissance des divers tweets. Ouais. C'est factuel, c'est sourcé. Il y a une analyse complète. Comme le dit Nicolas, son travail, c'était avant tout de vous donner des éléments factuels. 145 000 abonnés depuis 2022, avec tous les effets qu'il vient de nous expliquer. Et peut-être avant de te donner le mot de la fin, j'ai une dernière question. Alors, il y a un chef d'entreprise français qui a
qui est allé, je crois, sur un média, je ne sais plus si c'est Brut ou Blast, et qui a dit la chose suivante: quitter la France aux jeunes entrepreneurs. Alors moi, j'aimerais, toi, tu es un journaliste, tu es un Français, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes journalistes aujourd'hui qui veulent se lancer et qui se posent des questions sur comment mieux pratiquer leur métier. Ben, c'est extrêmement compliqué, hein. On va pas se mentir. Aujourd'hui, déjà, pour jeune journaliste, effectivement, il faut déjà pas sortir des écoles de journalisme, j'ai envie de dire, ou alors être sacrément tanké intellectuellement pour pas être mixé dans la propagande. Il faut avoir envie de faire ce métier-là. La capacité à un moment donné d'être visible aussi, de monter un média, de modèle économique, parce que la question qui se pose aujourd'hui, nous aurions tout l'occasion de monter un média intéressant parce que nous avons bénéficié des réseaux sociaux. Moi, quand je monte mon premier média en 2007, bon, c'est le désert de Gobi en termes d'innovation, mais par contre, à partir de 2015-2016, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, on avait les réseaux sociaux qui n'étaient pas censurés, où on pouvait très rapidement, si le contenu était intéressant, agréger rapidement des lecteurs. Et puis ensuite, après, il y a Donc beaucoup la de gens qui se... viralité fonctionnait sans filtre, on va dire. Voilà. Et ensuite, la viralité, tu as raison, fonctionnait sans filtre, on l'a très bien vu. Ça a commencé à partir en vrille pendant les Gilets jaunes. C'est là qu'on a eu les premiers coups de boutoir. Pendant les Gilets jaunes, moi je l'ai vu de suite, ça a commencé à verrouiller partout. Voilà. Et il y avait aussi la capacité des gens qui se mettaient sur les réseaux sociaux à s'abonner à des médias, Xavier. S'abonner à des médias. Mais aujourd'hui, on se retrouve là-dedans où la viralité, c'est de plus en plus compliqué. Si on fait cette émission sur le Shadowban, je ne suis pas le seul. François aussi en a fait les frais. Donc on est encore à cette enseigne. Et puis après, le modèle économique. Là, même sans parler de médias aujourd'hui, monter une boîte en France, il faut être sadomaso pour avoir sa boîte en France. Moi, je vous le dis, hein. Moi, j'ai ma boîte depuis 2007. Il faut être sadomaso. Franchement. Et j'ai pas l'impression qu'on va vers le mieux. Véritablement. On est vraiment dans un pays qui est à la dérive avec une classe politique incompétente et plus qu'incompétente, notamment Macron qui a vidé les caisses, qui cherche de l'argent partout et qui a encore envie d'aller ponctionner les gens qui créent un peu de richesse et qui sont encore assez fous, comme nous le sommes nous deux et beaucoup d'autres, à vouloir investir en France et à ne pas se partir en Floride, à Chypre ou je ne sais où encore pour aller essayer d'y monter son média, et sachant qu'il y en a pas mal déjà qui sont partis. Voilà. Donc on se retrouve dans une situation où il faut vraiment aimer son pays pour rester en France. Moi je te le dis, il faut vraiment être transcendé par l'amour de ce pays pour rester ici et continuer à être affilié à l'URSSAF et aux impôts et à toutes les déclarations que nous devons faire en permanence. Et ça, je mets plutôt ma casquette d'entrepreneur ici que ma casquette de journaliste. Vois-tu? Et je vois pas comment. Mais enfin, à un moment donné, je leur pose la question. Vous pensez que ça va durer combien de temps, cette escroquerie-là? Vous pensez qu'à un moment donné, on va continuer à se faire tondre comme ça sans rien dire? Enfin, moi, je suis affolé, hein. Ça fait quand même, depuis 2007, j'ai ma boîte, Xavier. 2007, d'accord? On est en 2025. Donc, j'ai quand même une petite expérience de l'histoire. Petite expérience. Hein, les impôts, l'URSSAF et autres, toute joyeuseté de la vie d'entrepreneur, les emmerdes aussi que tu connais, hein, et généralement elles volent en escadrille. Mais vous pensez que ça va tenir combien de temps cette histoire? Vous, député de l'opposition, qui est à 7 500 euros par mois, avec 5 950 euros de frais d'avance sur mandat, avec plus de 10 000 euros de frais pour les collaborateurs par mois, les avions, enfin, je suis désolé, les questions là se posent. Alors les ministres, j'en parle même pas, mais ils sont déconnectés. Mais là, je m'adresse à députés de l'opposition. Vous pensez qu'à un moment donné, on va continuer, nous, entrepreneurs, à rester en France où on ne peut fermer nos boîtes? D'ailleurs, on voit bien que le nombre de fermetures d'entreprises a tenu un colossal. 2024, c'est pratiquement 70 000 fermetures d'entreprises. Et en 2025, en juillet, on avait déjà passé le seuil de juillet 2024. Il faut quand même leur dire aussi que c'est grâce à nous, entrepreneurs, et pas Bernard Arnault, que ce pays continue à vivre. Qui verse sa TVA? Qui verse sa TVA? Qui verse les URSSAF? Qui a des impôts en permanence? Qui paye ses CFE? Tu vois, et là, je parle en tant qu'entrepreneur et non plus qu'en tant que journaliste. Tu vois, je me Oui, dis... enfin, mais tu es quand Ouais, même un journaliste professionnel et donc c'est ouais, intéressant de faire ce travail de journaliste ouais. sur justement tous ces chiffres. Ben oui, parce qu'on se retrouve que on peut plus accepter. Enfin, je pense que les entrepreneurs collectivement ne peuvent plus accepter ça. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'entreprendre en France? Quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir sa boîte en France? Je pose la question. Je pose la question véritablement. Et c'est dramatique. Moi, je suis dévasté par ça parce que je connais pas mal de gens de mon entourage qui sont extrêmement patriotes, ou du moins attachés à l'amour de leur pays, et qui me disent, Nico, moi, ça continue comme ça, je me casse. Je prends femme, veau, vache, cochon et je m'en vais. Je m'en vais de ce pays. Ça sera un crève-cœur, mais je m'en vais pour ma sécurité financière et l'avenir de ma famille. Je m'en vais. Et moi, cet avis-là, je le comprends. C'est tout. Je ne dis pas que je le partage, mais je le comprends. Voilà.
Nicolas, merci beaucoup pour on va dire, cette réponse avec ce cri du cœur, avec ces Mm. interrogations. Mm. C'est l'habitude chez François qu'on donne le mot de la fin. Donc, Mm. je vais te laisser conclure sur cette censure, cette invisibilisation, sur ces interrogations que tu as sur ton métier et sur l'avenir de ton pays. Comme tu le dis, avec des véritables interrogations sur quand est-ce qu'il va y avoir une forme de réveil pour Mm. dire stop. Je te laisse le mot de la fin et merci beaucoup quand même de nous avoir donné de ton temps et aux lecteurs de nous soutenir, de continuer à soutenir Putsch, de continuer à soutenir ces médias indépendants, on le rappelle, qui essayent de lutter contre vents et marées. Bah, j'espère vraiment que très prochainement, le peuple français collectivement, pour ceux qui ne se réveillent pas, vont se réveiller véritablement. Parce que tant que les Français, la majorité de Français qui ne bougeront pas, qui continueront à baisser la tête et à consommer avec ce qu'ils ils ne peuvent plus consommer, mais peu importe, ils continueront. Ces gens ne s'arrêteront jamais. Ces gens ne s'arrêteront jamais. Et ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une issue démocratique à tout ça. Voilà, qu'il y ait une issue démocratique, mais cette issue démocratique, elle ne viendra que cette partie de la population qui ne veut pas voir aujourd'hui les problèmes et qui devrait à un moment donné basculer en tant que citoyen et faire pression et que nous fassions pression collectivement pour que cela change dans une voie démocratique parce que toute autre forme de basculement, franchement, n'est pas enviable, n'est pas enviable. Donc j'espère une issue démocratique et vraiment une remise à zéro de ce pays véritablement pour un avenir meilleur entre nous. Voilà. Eh bien, merci Nicolas, merci à vous tous de Merci. nous suivre. Continuez à soutenir les médias indépendants que vous appréciez. Comme l'a dit Nicolas, on le rappelle, l'important pour un média ou un journal, c'est d'être lu. C'était une parole de François Lazareff, le fondateur de Pierre Lazareff, pardon, le fondateur de François. Et à très bientôt sur François. Continuez à soutenir tout le monde. Merci beaucoup. Merci.